Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous parlerai aujourd'hui du roman La Chef, roman d'une cuisinière de Marianne Ndiaye, paru en 2016. Je ne m'attarderai dans cette vidéo pas sur l'autrice parce que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo ou une vidéo 5 livres où je vous recommandais 5 de ces livres. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo. Pour cette vidéo, on va se concentrer donc sur ce roman-là qui parle d'une grande chef très connue, et c'est son commis de cuisine qui a travaillé pour elle pendant des années qui nous raconte son histoire. Comme vous vous en doutez, puisqu'on va parler de l'histoire d'une chef, on va parler de cuisine. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est la façon dont cette thématique-là est traitée dans ce livre. Il y a plusieurs aspects différents. Le premier, c'est le côté abject, le côté tabou. Mais ce côté-là, c'est pas vraiment lié à la cuisine en soi, au fait de cuisiner, mais plutôt à l'aspect sensuel entre guillemets, donc la partie où on mange. Cette honte est donc liée au plaisir de manger. J'ai relevé une citation en particulier, il y en a plusieurs, mais je voulais vous parler de celle-là. Page 48, pour contexte, les Clapeaux, c'est la famille qui a engagé la cuisinière quand elle était très jeune, et c'est là où elle a commencé à cuisiner. Les Clapeaux avaient une vraie fureur pour la viande. Et comme, étrangement, cette fureur leur paraissait aussi facilement avouable que malaisément confessable, leur prédilection pour la cuisine. J'ai choisi cette citation-là en particulier parce qu'on y retrouve donc la honte dont je vous ai parlé, mais autre chose dont je parlerai un peu plus en détail plus tard, un aspect sensuel, voire presque sexuel de la cuisine et de la nourriture. Et en opposition avec cette honte, ce tabou, presque cette addiction de la nourriture, on retrouve étonnamment un aspect sacré de la nourriture et surtout de la cuisine. On s'attendrait en toute logique que la cuisine et le fait de manger soient liés à une expérience sensuelle, mais là c'est pas du tout le cas. Pour la cuisinière, c'est vraiment quelque chose de tout à fait spirituel. Je cite encore un passage, page 46-47. Elle voulait que ce soit spirituel. Et elle dit plus tard, elle aurait préféré être remerciée, louangée pour l'intelligence de sa pratique. Ce qui est intéressant ici, c'est donc de voir qu'on prend le contre-pied de la description qui pourrait être faite habituellement de la cuisine et du plaisir de manger. Et cet aspect spirituel de la cuisine, ça va vraiment jusqu'à être même une sorte de culte, d'avoir un aspect presque divin. C'est comme ça, une destinée vraiment. Ça a quelque chose de plus ou moins transcendant. Je vous lis un extrait, page 70. Les Clapeaux surent, dès cet instant, probablement qu'elle resterait leur cuisinière à la marmande. Ils n'avaient rien mangé encore, rien qui fût sorti de ses mains. Ils le surent cependant. Ils voyaient ce qui était descendu sur elle, jamais descendu sur eux. Ils savaient bien. Donc là, pour moi, c'est là où j'ai eu cette expression vraiment pas seulement de destinée, mais qui a vraiment comme quelque chose de divin. Elle est comme élue, elle n'a jamais rien cuisiné, mais on sait, on voit que c'est l'élue de la cuisine en quelque sorte. Et plus tard, elle montre des prédispositions absolument incroyables pour une personne qui n'a pas de formation, qui n'a pas appris en fait à faire la cuisine, mais on ne sait pas vraiment d'où ça sort. Elle a un génie culinaire extraordinaire. Il y a beaucoup d'autres citations dans le roman où vraiment on dit clairement que la cuisine c'est quelque chose de sacré, et c'est pour ça que les Clapeaux qui l'engagent, eux ne peuvent pas faire ça. Ils ont besoin comme d'un intermédiaire pour avoir accès à ça, qui va préparer la cuisine parce que c'est quelque chose de sacré et que eux ne peuvent pas le faire. Vous l'aurez compris, la cuisine est donc, ça va au-delà du plaisir gustatif de la nourriture. C'est comme un art transcendant. C'est pas écrit comme ça dans le texte, et la cuisinière ne se considère pas comme une artiste, elle ne considère pas la cuisine comme un art, mais c'est l'impression que j'ai eue en tant que lectrice. Pourquoi j'ai eu cette impression? Parce que la cuisine pour la chef, c'est pas une recherche dans le goût. J'ai eu l'impression que c'était plus une recherche de perfection, une recherche de beau comme on en voit dans l'art, mais pas forcément au sens esthétique, puisque là aussi elle va complètement prendre le contre-pied de tout ce qui se fait, et elle va aller dans une simplicité poussée vraiment à l'extrême. Donc on n'est plus du tout dans ces présentations
haut de gamme où en fait l'esthétique du plat va presque prendre le dessus sur le goût. Là, non, pas du tout. Il n'y a aucun aspect esthétique. On présente les plats dans quoi ils ont été cuisinés. On va vraiment à l'essentiel. Et ce rejet total de beau, d'aspect au niveau de l'aspect visuel, c'est aussi une recherche, une quête spirituelle. Et il y a une ambiguïté là, mais c'est aussi ça qui va en fait renforcer le goût et le plaisir ressenti en goûtant ces plats-là. Le comportement et les désirs et les attentes de la chef sont vraiment aux antipodes de ce qu'on pourrait attendre. À un moment dans le livre, elle reçoit comme une reconnaissance pour son talent de cuisinière. Et elle, au lieu d'en être fière, elle en ressent une honte intense. Peu importait, dès lors, d'accepter ou de rendre cette étoile pour la chef. Cela ne modifierait pas le fait qu'on l'en ait jugée digne et qu'elle-même, par conséquent, avait échoué. J'ai eu l'impression d'y voir une critique de l'art plus globale. En fait, quand un artiste commence à être reconnu, on finit par ne plus vraiment apprécier l'art pour ce qu'il est, mais plutôt pour ce qu'il représente. Lorsqu'elle reçoit cette étoile, on n'apprécie plus vraiment ses plats parce qu'ils sont bons, parce qu'ils ont une qualité évidente. Au contraire, on va les apprécier plutôt pour démontrer qu'on a de l'argent et qu'on a du goût, sans mauvais jeu de mots. La relation entre la chef et son art est une relation vraiment très particulière parce que d'un côté, c'est ce qui la définit, c'est ce qui fait ce qu'elle est, c'est sa passion, comme on a tous des passions, des attraits, etc., qui font ce qu'on est, qui nous définissent. Mais en même temps, cette passion est tellement grande, tellement dévorante, qu'elle finit par disparaître derrière cette passion et par ne plus exister vraiment en tant que sujet. Elle ne supporte pas que les gens sachent comment elle est, sachent la vérité, sachent ce qu'elle ressent, qui elle est, etc. Et elle veut qu'on se souvienne d'elle seulement à travers son art, seulement à travers ses plats. Donc comme je vous l'ai dit, elle est complètement submergée par cette passion, finit par ne plus exister en tant que rien en fait, parce que dans tout le roman on l'appelle la chef. On la définit jamais par autre chose, elle n'est définie vraiment que par ça. Et il y a une scène qui est vraiment très parlante où elle se rend, je crois, à un mariage ou quelque chose comme ça, donc elle s'est apprêtée un peu pour l'occasion. Et son commis de cuisine la voit dans la rue habillée comme ça, et il la traite comme si vraiment ce qu'elle avait fait c'était quelque chose de honteux, comme une trahison à elle-même, comme si elle n'avait pas le droit d'être femme, tout comme si elle n'avait pas le droit d'être autre chose, mais déjà rien que d'être femme. Je vous ai parlé du fait qu'on ne l'a nommée que la chef, et le choix de nommer les personnages est vraiment intéressant dans ce livre, et en général je trouve dans les romans de Marie Ndiaye, il y a toujours, pas toujours, mais très souvent les protagonistes sont anonymes, alors que des personnages secondaires vont avoir un nom et on va savoir plus de choses sur eux, donc je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant dont on ne parle jamais. En fait, j'ai jamais vraiment lu d'article qui parlait de ça et je trouve que c'est dommage. Donc elle est appelée la chef, elle est définie par sa passion qui la rend en même temps anonyme car la prive de prénom. D'autres personnages importants dans l'histoire n'ont pas non plus de nom, comme le narrateur qui est donc l'ancien commis de la chef. On ne sait pas comment il s'appelle. Alors que d'autres personnes qui vont être moins importantes, par exemple les clapots, bon, ils sont quand même assez importants puisque ce sont eux quand même qui, sans le vouloir, ont lancé sa carrière. Eux ont un nom de famille et après il y a des personnes qui sont pas si importantes que ça franchement et elles ont vraiment un prénom. Comme je l'ai précisé précédemment, l'histoire n'est pas racontée par la chef elle-même, même si toute l'histoire nous raconte sa vie, même si tout tourne autour de cette chef. Ce n'est pas elle qui raconte son histoire, c'est son commis de cuisine. Et il y a une raison, il y a plusieurs raisons à ça. La première qui est vraiment évidente, cette chef ne veut pas qu'on sache qui elle est. Elle préfère qu'on raconte des mensonges sur elle. Par exemple, elle est illettrée et elle préfère qu'on pense qu'elle est bête. Plutôt que de rectifier ça, alors que c'est une femme très intelligente, elle préfère vraiment que les gens aient une image fausse d'elle, quitte à ce que ce soit négatif, plutôt que de montrer qui elle est réellement. En ce sens, il aurait été vraiment
impossible pour elle de raconter sa propre histoire. Et dans une interview, je vous mettrai quelques liens si ça vous intéresse, dans une interview de la Grande Librairie, il me semble, Marie Ndiaye a dit que c'était en fait une trahison de la part du commis d'avoir essayé de rétablir la vérité alors que la chef tenait tellement à cette part de mystère. Les sentiments du commis envers la chef sont vraiment très ambivalents. Donc d'un côté il nous dit qu'il l'aime, de l'autre côté il nous parle de vénération, mais en même temps on ressent aussi quand même vraiment cet amour. Pour moi c'était pas comme une obsession qui la désubjectivise, comme on pourrait voir par exemple dans, comment ça s'appelle, de Orhan Pamuk, le musée de l'innocence. C'est pas ça, il la considère vraiment comme une personne et il a vraiment un intérêt pour elle, pour ce qu'elle ressent et vraiment pour elle en tant que personne. Donc c'est assez ambivalent comme sentiment. Il est parfois difficile de savoir si ce narrateur nous dit la vérité ou pas. On a parfois le sentiment que ce qu'il nous dit c'est la vérité, qu'il essaye de rétablir cette vérité qui a été bafouée pendant si longtemps. Et parfois, on a l'impression que ces sentiments, ces ressentis par rapport à la chef, par rapport à certains événements, troublent complètement la narration. Donc je pense pas qu'on puisse dire totalement qu'il faille douter de ce qu'il dit, au contraire, mais on a parfois le sentiment très clair qu'à certains moments très précis, ce ne soit pas complètement la vérité. Dernier aspect important de ce livre, c'est la famille. La famille, c'est une thématique qui revient extrêmement souvent chez Marie Ndiaye, mais je trouve qu'elle a été traitée de façon assez différente dans ce livre-là. Dans les romans de Marie Ndiaye, on voit souvent des parents absents, en échec total dans leur rôle de parents, au profit de parents entre guillemets adoptifs, qui s'occuperont mieux de leurs enfants. C'est un exemple qu'on voit assez bien par exemple dans Rosy Carpe. Dans ce roman-là, je trouve qu'on a quelque chose d'un petit peu plus nuancé, plus réaliste, une mère qui a mis au monde sa fille dans des conditions qui sont franchement pas les meilleures et qui se sent coupable pour ça, qui essaye quand même d'être une mère, mais en même temps qui est absente aussi, donc quelque chose d'un peu plus nuancé. Nuancé aussi du côté de la fille, la mère ressent cette culpabilité énorme et c'est justement ça qui va amener la relation mère-fille à sa perte. Mais il est difficile de savoir si c'est vraiment les événements dans lesquels elle a donné naissance qui sont la cause de l'échec de cette relation mère-fille. Donc la grossesse n'était pas désirée et ça a été très compliqué parce qu'au moment où elle a eu sa fille, elle a voulu démarrer sa carrière de chef et on sent vraiment qu'elle aime sa fille. Elle fait des efforts pour elle veut être là, elle veut la soutenir, mais d'un autre côté, la cuisine est plus importante que sa fille et si elle doit choisir entre les deux, elle choisit la cuisine. Pour la fille de la chef, il est très clair que si sa mère avait à faire un choix, ce serait elle qui serait sacrifiée au profit de la cuisine. Elle a vraiment elle a un sentiment très amer par rapport à ça, elle lui en veut beaucoup et c'est aussi pour cette raison qu'elle cherche à détruire sa mère. En conclusion, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, je vous le conseille et ayant lu plusieurs romans de l'autrice, j'ai trouvé qu'il y a eu vraiment quelque chose de très différent dans ce roman-là, notamment dans en fait, elle garde toujours son style, sa personnalité, mais en même temps, elle se détache de tout ce qui est réalisme magique. Et elle en avait parlé d'ailleurs dans une interview, il y a un moment où elle disait vouloir arrêter d'avoir recours à ce procédé-là d'éléments magiques. Donc je retrouve beaucoup de choses que j'aime chez l'autrice, mais son style, j'ai l'impression plus mûr et plus abouti, donc ça m'a encore plus plu. Je vous recommande donc le livre en précisant qu'il ne se passe pas des choses absolument extraordinaires, c'est vraiment on se concentre sur un personnage et on déroule des événements de sa vie, donc ça va pas être une action incroyable. À voir si c'est le genre de choses qui vous plaît, moi ça m'a énormément plu et je vais continuer à lire cette autrice et à voir dans quel sens son style va évoluer parce que je pense personnellement que ce livre-là, c'est vraiment, je pense personnellement, un tournant dans son style littéraire. J'espère que cette analyse vous aura plu, vous aura donné envie de lire le livre.
et je vous dis à une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, je mets des liens d'interview dans la barre d'infos.